Justement, cette exaspération de ce qu'il y avait en lui d'antinomique, et ça ne l'a jamais quitté. Il y a des épisodes absolument incroyables. Il y a un certain moment où il est chargé de convoyer 650 livres d'or à chameau avec sa troupe dans la neige. Et peu à peu, ces hommes abandonnent, c'est trop dur. Ils ne peuvent plus supporter un tel froid et une telle lassitude. Lui, il les insulte, il les laisse, il charge sa chamelle de triple charge, il lui trace une voie avec ses mains et avec ses pieds nus, et il arrive tout seul, mais il arrive. Et les soldats sont restés derrière lui. C'est la façon qu'il avait de les commander. Lawrence, aux côtés de l'émir Faisal, embrase toute la région. Les rêveurs éveillés, dit-il, sont les plus dangereux, car ils vont jusqu'au bout. Les Bédouins le suivent, sans hésiter, et les victoires s'accumulent. Parfois, au bivouac, dans les grognements des chameaux, il jette quelques notes sur cette incroyable aventure. Il y a une page où justement, après un très long combat, la nuit est venue. Ces hommes, dans la joie du succès et puis aussi de la mort à laquelle ils ont échappé, sont en train de festoyer, de rire. Lui s'écarte, il est seul, et il voit sous la lune et sous des buissons qui brillent sous la lune, les corps des Turcs qui sont étendus ça et là. Et il estime justement que la mort doit être accompagnée d'un plus grand ordre, puisqu'elle représente cet ordre et ce repos. Et il range les cadavres des soldats turcs que les Arabes ont dépouillés de leurs vêtements et qui sont nus sous la lune. Il les range les uns à côté des autres, afin, dit-il, qu'ils puissent trouver enfin le repos. C'est une page absolument admirable. Pourpre des combats, blondeur des sables, tout est dans ce livre, publié 15 ans plus tard. Car aussi guerrier soit-il, Lawrence est surtout un lettré. Tout le monde cite les piliers de la sagesse, et c'est le pilier de la sagesse. Et on sait moins qu'il a traduit l'Odyssée, quand même. Lawrence, combattant aux côtés des Arabes contre l'oppression turque, préfigure et inspire Malraux, combattant le franquisme aux côtés des républicains espagnols. Malraux, d'abord, examinait avec attention la façon dont Lawrence se jugeait. Et Lawrence, relisant les épreuves de son livre, disait littérature de journaliste, mot de second ordre, à peine un peu meilleur que ce que font la plupart des officiers supérieurs à la retraite. Eh bien, Malraux n'est pas loin de penser que c'est vrai. Les 7 piliers, c'est le récit de la tourmente d'un homme. Malraux titre son essai sur Lawrence. N'était-ce donc que cela? C'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il dit au fond, Lawrence n'a pas su introduire ce qui est l'aimant même du romanesque, c'est-à-dire une architecture à 3 dimensions. Le fait que, par les moyens techniques du roman, par une création d'atmosphère, par des dialogues, on arrive à rendre présent ce qu'on raconte et qui a été passé, et le rendre présent de telle façon que d'un seul coup, la surface plane d'une histoire racontée prend une profondeur que n'avait pas Lawrence. Moi, je pense qu'on peut dire, si vous voulez, que Lawrence était un aventurier mystique qui jouait un peu à être écrivain, et Malraux était un écrivain métaphysique qui s'était amusé à être un aventurier. C'est vrai que le livre n'est pas construit. C'est vrai qu'il raconte de façon linéaire un certain nombre de raids et d'aventures. Mais Lawrence, quand il était enfant, lisait beaucoup de romans d'aventure, il lisait des romans de cap et d'épée, il lisait des romans de chevalerie, il s'intéressait beaucoup au Moyen-Âge, il s'intéressait à tout d'ailleurs, aux fouilles de Ninive, à l'archéologie. Et bien, tout ça fait que c'est peut-être un roman de cap et d'épée dont on suit peu à peu des aventures qui n'ont pas entre elles un lien considérable, sauf celui du combat, mais c'est pour moi, une histoire qui me prend entièrement.
la manivelle d'un moteur et s'était cassé le poignet. Il montait sur la voiture, il l'a conduit d'une main, il l'a conduit jusqu'à l'endroit où il voulait aller. Pour lui, la souffrance était méprisable et elle posait, le seul problème, c'était de la dominer. Et il l'a montré tout le temps. En même temps, il avait, même quand il était enfant, un très grand goût de la bataille. Il était le chef d'une petite troupe qui affrontait les autres troupes de sa classe. Et il avait inventé une grenade qui était à base de boue et de farine. Et alors ça lui donnait une supériorité formidable, mais il avait trouvé que cette supériorité n'était pas de bonne loi, et il avait cessé de pratiquer le tir à la grenade de boue et de farine, parce que c'était pas une arme loyale. Exalté, violent, cruel s'il le faut, Lawrence mène ses coupes-jarrets, comme disent les Anglais, du désert aride jusqu'au jardin fleuri de Damas. Il veut leur donner l'indépendance. Quelle victoire pour eux, quelle fierté pour lui. C'était un homme fou d'orgueil et qui se méprisait complètement d'être orgueilleux. Il dit à un certain moment qu'il n'avait qu'une envie, c'était d'avoir les plus grandes décorations qui puissent être. Mais qu'aussitôt qu'il pouvait les avoir, il les jetait dans un tiroir. Le plus grand symbole de ce goût de la servitude et en même temps de ce besoin d'absolu, moi je le trouve dans la fin. Quand ils arrivent à Damas, la ville vient d'être prise, c'est un chaos épouvantable. Il arrive dans un hôpital, il est toujours habillé en arabe, et il ne se met pas assez vite à côté d'un Anglais qui arrive et qui le gifle. Il ne dit rien. Mais quelques mois après, il sera le conseiller de Churchill. Churchill, en effet, adore Lawrence et l'appelle à ses côtés pour la conférence de Paris en 1919. Mais depuis longtemps, M. Sykes, haut fonctionnaire anglais, et M. Picot, haut fonctionnaire français, ont réglé le sort des Arabes. Ils n'auront pas leur indépendance, Lawrence leur a menti. Lui, c'était vraiment un aventurier. Il se piquait d'être un politique, mais il ne l'était pas du tout. C'était un guerrier. Et il n'avait pas compris du tout que les Français, les Alliés en général, se partageaient en fait cet empire du désert, cet empire du Moyen-Orient qui, d'après lui, revenait de droit, d'abord aux Arabes eux-mêmes, mais aussi avec l'aide d'une grande sœur appelée Grande-Bretagne, parce que quand même, ces gens-là, auraient-ils été capables de se débrouiller eux-mêmes? C'est pas sûr. Dans cette maison de l'avenue Foch, appartenant à Faysal, Lawrence écrit, à grand-peine, les premières versions des 7 piliers de la sagesse. Puis, amer, hautain, énigmatique, il rentre en Angleterre pour se fondre dans la masse. Il a commencé une sorte d'errance. D'abord, il a démissionné de l'armée. Il a préféré partir, rendre ses galons et sa solde. Et puis, comme l'armée lui manquait quand même, au bout d'un moment, il s'est réengagé sous un faux nom, comme simple soldat dans l'aviation, là, cette fois-ci, comme mécanicien d'aviation. Et au début, d'ailleurs, le médecin-major qui lui a fait passer la visite ne voulait pas le prendre. Commence alors une période fascinante où celui qui fut presque un prince prend plaisir à l'anonymat et aux tâches les plus humbles auprès de compagnons insipides. Pendant 15 ans, il jubilera de cet échec ardemment voulu et écrira sur ce sujet son 2e livre. Et il est masochiste dans toutes ses phrases. L'asservissement était le but que je poursuivais. Bon, quand il dit ça, il n'y avait pas de plus grande joie pour moi que la servitude de l'exécutant. Bon, il est sûr qu'il le fait même, je ne dis pas qu'il court au-devant des souffrances, mais le fait même qu'il les accepte avec une sorte de délectation masochiste, c'est évidemment le résultat d'une nature extraordinairement complexe, enchevêtrée, finalement, je pense, malheureuse. Il n'a jamais pu se remettre d'avoir 1,58 m. Et on oublie complètement sa taille lorsqu'on lit la taille de ses exploits. Je pris ces marées d'hommes entre mes mains et écrivis ma volonté en étoiles à travers le ciel, pour te gagner la liberté, la digne maison aux 7 piliers. C'est la force des 7 piliers. Ça n'est pas l'histoire du colonel Lawrence menant la révolte arabe d'Aqaba jusqu'à Damas, c'est l'histoire d'un homme en guerre et qui, dans la guerre, se cherche, se méprise, se domine et s'anoblit.
il trouve peut-être cet absolu que tant d'hommes ont tant cherché dans l'aventure. Le jardin sentait le jasmin, la violette et la rose, mais Daoun m'entraîna. Viens sentir le plus doux des parfums. À la fenêtre, nous bûmes bouche ouverte le vent du désert. C'est le mieux, dit-il, ça n'a aucun goût. Pour la sortie de son album Live at the Roxy, Europe 2 vous offre un voyage en Californie pour le rencontrer. Salut, c'est Michel Polnareff. Écoutez Europe 2 et on se retrouve à Los Angeles. Pour gagner, rendez-vous du lundi au vendredi à 7h50 sur Europe 2. Malgré son petit air fanfaron, Pfalzgrafenstein n'a jamais servi qu'à des fins d'extorsion. Aucune personne royale n'y a jamais séjourné. Par contre, un régiment de 30 soldats y monte une garde assidue. Les guetteurs font sonner une cloche à l'approche des navires, et le responsable du poste va examiner les marchandises pour évaluer le montant de la taxe. Quant aux éventuels resquilleurs, un canal construit sur la rive est les oblige à passer devant le château. Et s'ils essaient de filer sans s'arrêter, c'est le naufrage pur et simple qui les attend. Car on actionne aussitôt les catapultes chargées d'énormes boulets de pierre. Des canons pointés sur la rivière couvrent toute sa surface. Ici, du côté ouest du château, la rive est rocheuse. Pour couronner le tout, on a tendu une lourde chaîne sur toute sa largeur. Les bateaux qui s'échouent là sont des cibles faciles. Les soldats stationnés à Pfalzgrafenstein combattent toujours à distance. Ce sont la plupart du temps des infirmes ou des pensionnés de guerre. Les conditions de logement sont aussi de second choix. Les coursives reliant les chambres entre elles sont exposées aux intempéries. Les installations sont spartiates, mais fonctionnelles. Ces toilettes, assez rudimentaires, logées dans la tour de guet et suspendues au-dessus du fleuve, se vident directement dans l'eau. L'architecture si particulière du château, qui évoque un navire résistant au courant, n'est pas uniquement esthétique. Les 6 tours de guet renforcent les remparts battus par les flots. Sa proue protège encore aujourd'hui le château des crues et des glaces. L'histoire du Rhin est intimement liée aux fruits qui l'a rendu célèbre. Les grappes de raisin juteux poussaient à l'état sauvage bien avant que l'homme s'aperçoive de leur vertu enivrante. Déjà, au début de notre ère, le vin du Rhin est acheminé par bateau vers des amateurs raffinés, en Angleterre et en Scandinavie. Le nectar de la vigne finit par enrichir la vallée, ou plutôt ceux qui possèdent les postes de péage et les vignobles. Et pour remplir un peu plus leur coffre, ces seigneurs taxent aussi les paysans qui travaillent leurs terres. Ces derniers doivent restituer sous forme de vin la majeure partie de leur production. Pour les paysans, le vin produit est l'occasion de se rassembler et d'oublier. Au Moyen-Âge, les paysans ont le choix entre une grande misère ou des guerres sanglantes. Ils trouvent du réconfort dans la religion et dans le partage d'une coupe de vin entre amis. La consommation moyenne atteint les 4 litres par jour. Cette drogue populaire devient vite monnaie d'échange sur les péages du Rhin. Une barrique de vin vaut 16 livres d'ail ou de raisin, ou 6 paniers de poissons. Bientôt, le vin en Rhénanie devient une industrie florissante.
C'est désormais la principale monnaie des rois, et les caves des châteaux en sont remplies. Encore qu'avec les nombreux festins qui caractérisent la vie de cour à l'époque, les réserves s'épuisent très vite. Mais le Rhin n'a pas produit que du vin. Il a aussi donné naissance à de nombreuses épopées et à de valeureux héros. Au Rocher du Dragon, le personnage de légende Siegfried a tué de son épée magique un monstre crachant du feu. En se baignant dans le sang de la bête, il est devenu invincible. Le cycle d'opéra de Wagner, L'Anneau des Nibelungen, a immortalisé ce héros qui périra pour avoir trahi sa bien-aimée Brunehilde. Depuis, le vin rouge du Bas-Rhin s'appelle toujours le sang du dragon. Une autre histoire surnaturelle a donné son nom à cette rive du Rhin. À cet endroit, le fleuve fait un coude et le courant devient rapide et traître. Des rochers abruptes jaillissent des flots. Selon la légende, une femme d'une prodigieuse beauté apparaissait tous les soirs sur ce rocher. Son nom était Lorelei, et son chant doux et plaintif envoûtait les marins. Lorsque les hommes reprenaient leurs esprits, il était trop tard. Ils ne pouvaient ni éviter les rochers, ni empêcher les vagues de submerger leurs navires. Quant à la belle Lorelei, elle continuait son chant de sirène, sourde aux cris de détresse des marins, jusqu'à ce que le soleil chasse la nuit. Descendre le Rhin aujourd'hui revient à suivre un cours d'histoire médiévale. À chaque boucle apparaît un nouveau château qui domine la rive et symbolise le pouvoir du seigneur sur les terres alentours. Deux châteaux en particulier illustrent les luttes d'influence dont la région a fait l'objet. Le château de Teurenburg, sur la rive est, a été construit par l'archevêque de Trèves vers 1356. Pour ne pas être supplanté par l'église, ses voisins, les riches comtes von Katzelenbogen, décident à leur tour de construire un château sur la colline d'en face. Ces marchands puissants possèdent déjà la bagatelle de 138 villages. Ils nomment leur nouveau bastion Burg Neo-Katzelenbogen. Mais très vite, il devient Burg Katz, le château du chat. Et bien entendu, le château de l'archevêque Teurenburg est surnommé Burg Maus, le château de la souris. Les antagonismes entre richissimes marchands et église catholique toute-puissante ressemblent bel et bien au jeu du chat et de la souris, qui a duré des siècles. Lorsqu'ils ne sont pas en train de se harceler ou de convoquer leurs vassaux, les grands seigneurs du Rhin se divertissent agréablement. À Burgmaus, on chasse avec des faucons et des aigles, un sport sanguinaire originaire d'Orient. Les guerriers de retour des croisades et les marchands ayant parcouru le monde, comme les comtes de Katzenelnbogen, ont ramené avec eux des faucons et des fauconniers en Europe et dans les îles britanniques, où cette activité se développe dans les classes privilégiées. Ces aigles s'attaquent principalement aux pigeons et autres petits oiseaux. Portés par les vents qui soufflent sur le Rhin, ils survolent le fleuve, puis fondent sur leur proie avant de retourner vers leur maître. En face du chat et de la souris, près du village de Saint-Goard, se dressent les ruines du château de Rheinfels, au passé glorieux. Également construit par les comtes de Katzenelnbogen, il leur sert pendant des années de résidence principale.
Mais lors d'une invasion française à la fin du XVIIIe siècle, il est incendié par les paysans qui veulent se venger de leur seigneur. Quelques kilomètres plus bas, sur la rive est, une haute colline pointue s'élève au-dessus du paisible hameau de Braubach. Le château qui couronne la colline possède une tour de guet étonnamment élancée qui domine les cours et les remparts. Malgré son aspect massif et assez vulnérable, ce château est le seul de toute la vallée à avoir bien supporté les attaques ennemies. Son nom, Marksburg. Pour gagner en stabilité, les murs sont triangulaires et construits si près du bord de la colline qu'on les confond avec les rochers. Les anciennes fondations révèlent que la citadelle a commencé par une tour fortifiée, sans doute édifiée par les Francs au Xe siècle. La tour centrale, de style roman, a été construite 2 siècles plus tard. Le mur d'enceinte n'a été rajouté qu'ultérieurement par de nouveaux propriétaires. À la différence des autres châteaux de la région, Marksburg est aujourd'hui bien plus qu'une simple ruine ou qu'un modèle de restauration romantique. Malgré quelques ajouts au XVIIe et XVIIIe siècle, son caractère médiéval a été magnifiquement préservé. Le seigneur qui fait construire les bâtiments principaux au XIIIe siècle s'appelle Ebrhard von Katzenelbogen, membre de la célèbre famille qui a façonné l'histoire de la région. Homme d'affaires et commerçant habile, il fait bénéficier la ville de Braubach de sa prospérité. Le château fournit à la ville des emplois et surtout une protection. Cette fonction vitale propre à tous les châteaux médiévaux est d'ailleurs répandue dans toute l'Europe. Lors d'une tentative de rapprochement avec l'État, l'archevêque de Cologne écrira même « L'état actuel de nos cités montre bien que leur existence et leur richesse sont intimement liées au déclin des châteaux ». Bien entendu, la générosité du comte Ebrhard n'est pas sans contrepartie. Il peut convoquer les ouvriers de Braubach dès qu'il a besoin d'eux. À l'époque, les chevaliers d'Ebrhard doivent toujours accéder au château à cheval. En effet, leurs armures sont tellement encombrantes qu'ils ont besoin d'aide pour mettre pied à terre. Sans armure, ils sont nettement plus à l'aise. L'entrée principale de Marksburg est façonnée dans le roc. Les marches grossièrement taillées empêchent les chevaux de glisser par temps de pluie. En haut de cet escalier se trouve l'aile romane, la plus ancienne partie du château. La cour principale est étonnamment étroite, encombrée au centre par la grosse tour romane. Donnant sur la cour l'aile gothique construite à la fin du XVe siècle. Son toit pointu est en ardoise, mis à jour pendant les travaux de fondation. Au rez-de-chaussée de la deuxième tour se trouve la spacieuse Rittersaal, la salle du chevalier, servant aussi de salon principal, où se tiennent les réceptions officielles. C'est ici qu'Ebrhard se divertit ou complote avec les nobles de la région. Les murs de cette salle font 3 mètres de large, ce qui suffirait à résister aux catapultes ou aux canons les plus perfectionnés. Juste à côté de la salle du chevalier, on trouve une bien curieuse chapelle polygonale, surmontée d'une voûte à 10 arêtes. Sur les murs, des scènes bibliques colorées se mêlent à des portraits flatteurs de chevaliers. À l'origine, la chapelle était située dans l'aile est du château. Plus tard, elle est déplacée au sud, l'endroit le plus vulnérable. Selon ses constructeurs, Dieu était censé protéger son sanctuaire. Pour aider à transférer le Saint-Esprit dans la nouvelle chapelle, on transporta aussi ses figures cérémonielles. Elles représentent les 7 péchés capitaux qu'on n'expie que par la prière. Ce portrait est celui de Saint Marc,
qui a joué un rôle essentiel dans la légende qui a donné son nom au château. Il y a bien des années, Elisabeth, une jeune fille du château, est fiancée en secret au chevalier Sigbert. Celui-ci part à la guerre et sa bien-aimée l'attend, mais en vain. Elle finit par apprendre qu'il a été tué lors d'une terrible bataille. Dans sa douleur, Elisabeth est réconfortée par un brave moine du nom de Marcus. Bientôt arrive un mystérieux chevalier, Rochus, qui demande la main de la jeune fille. Elle accepte de l'épouser et le royaume entier acclame leur union, sauf le moine Marcus. Il se méfie du mystérieux Rochus et prie Dieu de le guider. La nuit précédant le mariage, Marcus a une vision troublante. Dans un éclair de lumière aveuglante, l'apôtre Saint Marc lui apparaît. Il lui donne une croix, dit au fidèle moine que Rochus est le diable en personne et qu'il doit le bannir du château. Le lendemain, Rochus et Elisabeth pénètrent dans la chapelle. Marcus attend le moment propice. Marcus brandit la Sainte Croix, le démon hurle et la terre s'ouvre sous ses pieds. L'apôtre apparaît une dernière fois pour protéger les mortels de sa sainte épée. Depuis ce jour, le château de Braubach porte le nom du saint. Des siècles plus tard, en 1937, Saint Marc fait une seconde apparition au château. Sur une photo prise par un touriste américain dans la chapelle, voici une forme qui a été interprétée comme le spectre de Saint Marc revenant défendre Marksburg. Au XIVe siècle, l'influence déjà considérable de la famille von Katzenelbogen est à son apogée. Leur poste de péage asphyxie le Rhin, de Mayence à la frontière avec les Pays-Bas. Marksburg n'en est qu'un parmi d'autres. À la tête de ce clan, un vieillard bon vivant et aventurier, Philippe le Vieux. Jusqu'à la fin de ses jours, il courra de fête en parties de chasse et autres aventures. Pourtant, il est prisonnier d'un mariage houleux avec Anna de Württemberg, ce qui explique sûrement ses nombreux voyages vers des villes exotiques d'Afrique et de Chine. Quoi qu'il en soit, Philippe finit par envoyer son épouse dans un de ses lointains châteaux, et l'affaire se termine par un divorce. À l'époque, le divorce est un sujet si délicat que l'Église le réserve aux riches et aux puissants. L'un des fils de Philippe est tué par un brigand. Le deuxième meurt d'une mystérieuse maladie. À 72 ans, le vieil homme se retrouve face à une terrible situation. Il lui faut un nouvel héritier. Il se remarie donc à une autre Anna, appartenant à la famille de Brunswick. Elle a à peine 20 ans. Mais leur union est stérile. À la mort de Philippe, en 1479, la maison von Katzenelbogen n'a plus d'héritier mâle. Son château bien-aimé tombe entre les mains de son gendre, Heinrich von Hessen. Résidant loin de Marksburg, les von Hessen s'intéressent très peu au château. Ils se déplacent pour présenter leurs derniers hommages aux défunts, puis vident le château de tous ses objets de valeur, y compris de l'imposante bibliothèque du comte et de ses trésors d'or et d'argent. Cherchant le maximum de profit, ils vont rajouter un mur d'enceinte et louent le château comme poste de garnison. Il ne sera jamais plus habité par des nobles. Marksburg n'est plus la vitrine de la puissance seigneuriale, c'est la fin d'une époque. Peu de temps après, au début du XVIe siècle, les autres châteaux du Rhin subissent le même sort. La région est agitée par des guerres et beaucoup d'entre eux sont endommagés ou détruits. Les remparts et les guets sont impuissants contre les nouvelles armes explosives de l'ère terrible qui commence. Pourtant, Marksburg échappe aux assauts, sans doute parce qu'il impressionne l'adversaire et qu'on sait que ses batteries de canons sont bien entraînées à tirer. Ce n'est que récemment, après 1000 ans de répit, que le château connaît ses pires épreuves. En 1945, occupé par l'armée allemande en déroute, il est bombardé par les Américains. Mais ses blessures sont légères. Peut-être
a-t-il encore été protégé par la main de Saint-Marc, qui a permis de conserver intact ce trésor du Rhin. Aujourd'hui, le Rhin accueille des aventuriers d'une autre espèce. Les châteaux, qui ont encore fière allure, abritent des hôtels, où le voyageur peut se replonger dans un monde de chevaliers, de bandits et de légendes. Mais c'est de la rivière que la vue est la plus belle. Sur le Rhin immuable, seul le panorama change. Les doux méandres de la vallée révèlent peu à peu leurs trésors, tandis que le fleuve nous fait remonter le temps.